a motivé sa création, aussi bien du côté tendance socialiste que du côté tendance communiste, c'était travailliste, c'était le sport des travailleurs, c'était les conquêtes de la possibilité de faire du sport pour les travailleurs. Les gens donc de 1936 mobilisés après la guerre pour faire tourner la FSGT, leur attitude était très simple, très claire, c'est il faut que les travailleurs, la classe ouvrière, fassent du sport et profitent de la vie, quoi. Dans l'ambiance du sport populaire, il y en a qui ont eu l'idée de faire, pourquoi pas, l'alpinisme populaire, qui était la cerise sur le gâteau. L'escalade, ça n'existait pas, hein. Tellement vrai que quand, sur les images dessinées à l'époque, on représentait la réalité, c'est-à-dire que les grimpeurs de Fontainebleau étaient avec des culottes de montagne, et éventuellement avec leurs grosses chaussures de montagne. Quand on allait grimper dans le Dijonnais, dans les parois équipées pour ça, c'était des écoles d'escalade. C'était pas un lieu de bonheur en soi, c'était l'école d'escalade. Parce qu'il s'agissait de s'entraîner, sacré nom d'un chien, hein. La montagne, c'était le but, c'était l'idéal. Je me rappelle de la tour d'escalade de la fête de l'Humain. L'idée était de rendre visible au peuple, présent à la fête de l'Humanité, le fait qu'il existait un alpinisme populaire. Le regard des gens était ébahi. Et c'était une pub extraordinaire pour l'alpinisme populaire, puisqu'on était en train de le faire et on le faisait au présent. À savoir, un 1er mai, ça je m'en rappelle très bien, on se promenait avec une banderole qui disait « À la FSGT, l'alpinisme est un sport populaire. Pas sera, est un sport populaire. » Les premières actions, c'était de faire de l'escalade autonome et responsable. C'est l'expression que j'emploierai maintenant, mais à l'époque, ça se faisait sans le dire. Il y avait des gens adeptes comme moi des méthodes actives et qui voulaient absolument que les gens grimpent en responsable et en autonomie. Mais ce n'était pas ça la règle du jeu. La règle du jeu, c'était les méthodes syllabiques, hein. Ça s'appelait les 3 points d'appui. Il fallait apprendre aux grimpeurs à avoir 3 points d'appui, comme s'ils ne le savaient pas eux-mêmes. Donc les méthodes étaient très traditionnelles. Il fallait un moniteur qui explique les 3 points d'appui. C'était ça l'idéologie dans l'escalade avant 68. Les pistes jaunes à Fontainebleau, c'est un copain de bivouac qui avait fait la première avant 60. Il avait tracé quelques flèches jaunes parce que grosso modo, il trouvait ridicule que pour faire grimper les débutants, on les mette au pied du rocher puis on leur dise 3 points d'appui. Ça n'avait pas de sens. On mettait une flèche, ils grimpaient tout seuls.
était convaincu qu'il fallait faire quelque chose pour la pratique autonome et responsable des grimpeurs, aussi bien en montagne qu'à Fontainebleau. C'était l'idéologie qui fondait l'ensemble des choses, depuis le début, même s'il y avait des réticences. Il fallait leur donner dès le départ une pratique autonome. Le chemin était tracé, il fallait construire le circuit avec des enfants eux-mêmes. Je me suis efforcé à donner les moyens de création de circuits d'escalade. Le mode d'emploi de création d'un circuit, je ne le gardais pas pour moi ou pour la FSJT, je le divulguais. Le Cozy Rock s'est créé et la FSJT était parmi les membres fondateurs. Il y a eu la FSJT, le Club Alpin Français, le Touring Club de France, les Amis de la Forêt de Fontainebleau. Donc ce groupe-là s'est mis à gérer l'espace grimpable. Par exemple, quand on créait un circuit adulte, ça tournait dans ce petit cercle-là. Le projet d'Autroche, d'abord, c'est lié au fait qu'on voulait depuis toujours faire grimper les gens de façon autonome, en tête, et ça, quel que soit leur niveau. Donc il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Le contexte de l'époque, c'était que les falaises, elles n'étaient pas du tout prévues pour ça. Elles étaient très peu équipées pour les niveaux faciles. Les grimpeurs du jury ne s'imaginent pas comment on grimpait à l'époque, mais il y avait facilement 5-6 mètres entre les clous. C'est une voie très bien équipée, ça. Puis pour les voies un peu plus faciles, il y avait très peu de clous. Pour nous, c'était d'abord les voies faciles. S'il n'y avait que des voies dures, ça limitait forcément l'accès à ceux qui étaient capables de les faire. Donc il fallait à tout prix faire des voies faciles. Donc on a fait à Mauriès, on a fait Orgon, et on s'est dit il faut qu'on puisse faire généraliser ça. Donc pour ça, on a créé un petit fascicule, Falaise à l'aise, où on expliquait comment faire un équipement de voie, quoi. Donc comment on mettait une broche, comment on scellait, avec quel matériel, quel col. Falaise à l'aise, c'est la suite d'Autroche, hein. C'était la généralisation d'Autroche. Et donc une année, on refaisait la balade à la fête de l'IMA, et c'est pas possible, on va pas continuer à faire ce truc, quoi. C'est trop bouffant de temps. Puis en plus, ça correspond pas à ce qu'on cherchait à faire, puisqu'on voulait l'autonomie, on voulait que les gens grimpent tout seuls. Donc comment faire? C'était une réunion chez un copain, Jean-Louis Pin, avec Yves Renoux, et on discutait, puis à un moment, je dis, mais c'est con, on n'a qu'à faire ce qu'on fait à Fontainebleau. À Fontainebleau, comment les gens grimpent? Ils grimpent sur des pistes jaunes. On n'a qu'à refaire des pistes jaunes. Alors comment faire des pistes? On fait des blocs en bois, et puis on met des prises dessus, et puis les gens ils grimpent. Après, on met des prises plus ou moins petites et grosses, et puis voilà, on a des voies faciles, on a des voies difficiles.
Dans ces séminaires, finalement, on est arrivé à la conclusion que ce qui ne marchait pas, finalement, c'était le mot d'ordre alpinisme populaire. Que l'alpinisme populaire, on n'y arriverait pas. Donc il fallait passer à autre chose. Alors passer à quoi? L'escalade nous paraissait une activité plus simple d'accès, moins codée du point de vue social, et donc plus accessible. Alors ça se faisait évidemment dans les falaises et dans les blocs qui existaient de façon naturelle en France. Mais là, c'était un problème lié à l'équipement. Donc on retrouve autre roche. On ne peut pas faire de l'escalade populaire si on n'équipe que pour les gens qui sont dans le set. Les blocs, pareil, il faut des voies qui socialisent la pratique. C'est-à-dire que s'il faut connaître parfaitement le terrain pour faire une voie de 2, parce que sinon on n'est pas capable de la trouver, il faut mettre une flèche pour indiquer la voie de 2 à quelqu'un qui arrive et qui ne connaît rien. Et puis l'autre point, c'était les structures artificielles, qui étaient une façon d'étendre encore le champ de la pratique et donc de l'ouvrir, parce que la falaise et les blocs, c'est des actifs naturels qui ne sont pas n'importe où, donc ça suppose du transport, ça suppose des coûts particuliers. Donc une façon de pallier ça, c'est d'avoir des structures plus proches des lieux d'habitation, qui soient accessibles en moins de temps, donc qui permettent une pratique sur 1 heure ou 2 heures dans la journée, donc qui facilitent les choses. Donc le mur d'escalade nous paraissait une solution tout à fait possible. On faisait ça avec les élèves qui étaient motivés, je veux dire, il fallait être motivé. C'était un peu notre élite. C'était l'association sportive, etc. Nous, on avait une satisfaction à se dire, l'élite, on s'occupe d'elle. On travaille pour elle, on travaille avec elle, mais eux, ils travaillent pour la masse. Parce que là, ce qu'ils ont construit, les gars, là, franchement, on s'est dépouillé. Mais ça sert à des milliers d'élèves. Donc, ils ont enrichi le patrimoine commun. C'est pas seulement, je capte toute la richesse pour moi. Une aide d'Ivry, matérielle, pour avoir des cordes, pour avoir des dégaines, mais aussi une aide militante humaine, puisqu'il fallait former du monde, puisque l'objectif c'était d'accueillir des gens qui pour la première fois découvraient l'escalade. Il fallait assez vite les former pour qu'ils soient capables à la fois, eux, de grimper en sécurité, mais aussi de transmettre leur savoir tout neuf à d'autres, faire boule de neige. Les fameux échanges interclubs, aller grimper chez le voisin, c'est pas simplement découvrir un mur, c'est aussi rencontrer des gens, discuter avec eux. Et les liens que tu crées, soit avec les adhérents, les grimpeurs, soit avec les personnels de la ville et tout, c'est très important. Les grimpeurs dans les clubs FSGT, c'est une ligne constante de faire des murs d'escalade qui soient accessibles, qui permettent le développement des individus, mais qui permettent plutôt par le jeu que par la compétition et par l'élimination de celui qui n'est pas capable d'atteindre tel ou tel niveau. Et le développement du sport pour tous, c'est pas seulement des questions récentes. Le groupe alpin populaire, il était destiné à permettre à des travailleurs de la région parisienne d'aller faire de l'alpinisme, alors que c'était une activité réservée à une élite, à moindre échelle avec les murs d'escalade. On reproduit cette accessibilité à l'ensemble des catégories sociales.
Le concept du contest FSGT, c'est le club de Bobigny qui, le premier, a organisé une compétition avec ce concept. Depuis, nous, le club Grimpe-Tremblay-Dégaine, je dirais, on l'a peaufiné, amélioré. Et donc aujourd'hui, voilà comment ça se passe. On propose un certain nombre de voix aux compétiteurs et chaque voix vaut 1000 points. À la fin du temps imparti, cette voix vaut 1000 divisé par le nombre de compétiteurs qui l'ont enchaîné. Donc ce qui fait qu'au départ, la voix de niveau 3 et la voix de niveau 7 valent la même chose. Effectivement, à l'arrivée, il y en a quand même moins qui font la voix de niveau 7 que la voix de niveau 3. Et cette année, on a été très riches. Il y a eu 4 clubs qui se sont proposés pour organiser une épreuve type contest. Et la réunion des 4 fait le Challenge Île-de-France. C'est l'US Ivry qui a ouvert la saison. Ensuite, il y a eu Rock 14, l'ESC 15 et Grimpe-Tremblay-Dégaine termine toujours en février. Les valeurs que porte le contest FSGT, c'est vraiment l'égalité des chances au départ. Tout le monde est sur le même plan. Sauf qu'après, chacun fait avec ses capacités physiques, techniques. Mais au départ, on est tous au même niveau et il n'y a pas l'élimination des plus faibles. On brasse les femmes, les hommes, des jeunes et des plus anciens. On mélange tout ça et ça fait des compétitions remarquables. Il y a une ambiance dans le contest qui, franchement, moi, me réjouit toujours. Les gens, quand ils sont bons, ils disent « Oh, on a passé un bon moment ». Et en tant qu'organisateur, moi, c'est ce qui m'importe. C'est que les gens ils vont sortir en disant « On a passé un bon moment ». Qu'est-ce qui nous a motivés pour créer le Décagrimpe ? Du point de vue régional, il y avait très peu de compétitions ou de rencontres pour les enfants. Soit on était sur des rencontres un peu traditionnelles de compétition, voilà, on fait 4 voix et puis on va au final, et il y avait très peu de sorties pour les enfants. Et les enfants, ils ont envie de se confronter, ils ont envie de faire des trucs. Donc nous, l'idée, c'est de dire, il n'y a pas suffisamment de rencontres pour les enfants, on va proposer au club de la région parisienne une initiative pour des enfants de 8 à 13 ans. Au départ, on l'appelait le décathlon de la grimpe. On a dit, tiens, on va faire 10 situations de référence, 5 en bloc et 5 en bois avec les cordes. L'intérêt de multiplier les épreuves, d'abord, c'est diversifier. Si on était simplement sur de la grimpe en tête et en moulinette, ça suffirait pas. Donc, par exemple, les ateliers correspondent à des problèmes d'équilibre, de force, de souplesse. Donc, ces ateliers qui répondent à certains critères pour réussir dans l'escalade. Après, les voies, nous, on a la chance d'avoir des voies qu'on peut faire sur des dièdres, sur des dévers, sur de la dalle. On peut faire des voies qui sont sur toutes les formes de pratique d'escalade. La spécificité des rencontres des enfants, globalement, c'est de permettre à des enfants de réussir aussi bien dans des situations de bloc que sur des situations de corde. Il n'y a pas d'élimination. Tous les gamins, en fonction de leur niveau, on leur donne la possibilité de faire des voies plus ou moins difficiles, ils seront toujours plus ou moins en réussite. Et donc, il n'y a pas de sélection. Et donc la grande différence qu'il y a avec la Fédération française de la montagne et l'escalade, c'est qu'on n'est pas sur une logique de sélection, on est plutôt sur une logique d'une participation active de tous les enfants sur l'ensemble des ateliers, aussi bien en corde qu'en bloc. Les valeurs les plus importantes pour moi, c'est d'associer les gamins qui prennent un peu leurs responsabilités. C'est des valeurs d'autonomie, des valeurs de responsabilisation. Un peu d'émancipation, c'est un grand mot, mais ça permet aussi aux enfants de s'organiser eux-mêmes. Dire tiens, je suis capable de faire ça, je suis pas capable de faire ça. Après, il y a les valeurs aussi relationnelles, le fait de vivre dans un club, d'essayer de développer de la vie associative pour que chacun apporte sa contribution pour tous. Ça crée une certaine dynamique, on se regroupe. C'est pratiquement 90% des adultes qui sont là, qui s'impliquent dans l'organisation. Et donc là, ça donne une certaine cohésion du point de vue du club. J'ai l'impression de me retrouver en famille.
Donc il y a eu Face à un État hors-la-loi qui met délibérément en jeu la vie des personnes en les rejetant, les maraudes et la mise à l'abri des personnes exilées s'imposent à nous pour préserver notre humanité. La protection inconditionnelle des vies est la base de notre humanité. Le 15 mars, journée internationale contre les violences policières, et tous les autres jours de l'année, soyons tous là, soyons tous maraudeurs. Offrons un sourire, un café, du réconfort, une mise à l'abri à ces personnes qui frappent à notre porte pour échapper au pire.